Bonjour, je vais vous présenter dans cette vidéo une simulation probabiliste de l'expérience d'Alain Aspect. Alors j'avais rencontré Alain Aspect, j'ai eu la chance de rencontrer Alain Aspect il y a une quinzaine d'années dans le cadre d'un projet pédagogique et c'est à cette occasion-là que j'avais réalisé cette petite simulation de son expérience. Alors je vous rappelle l'expérience pour laquelle il a eu enfin le prix Nobel, puisqu'il avait réalisé ses expériences au début des années 80. Il y avait plusieurs types d'expériences. Là, je vous présente l'expérience la plus simple qu'il avait réalisée. Alors, rapidement, cette expérience porte sur l'intrication quantique. Elle a été réalisée pour trancher via les inégalités de Bell, nous y reviendrons, entre donc les théories à variables cachées d'un côté, ça c'était la position d'Einstein, comme Ferrot, le paradoxe PR, et la complétude de la mécanique quantique, ça c'était la position de Bohr. Alors, pour réaliser cette simulation, je m'étais appuyé sur un document qui est précieux pour moi. Alors, c'est pas un article paru dans un journal scientifique, c'est un document pédagogique qui avait été écrit conjointement par Lionel Jakubowicz et qui présentait l'expérience qui était reproduite en TP. Voilà. Donc, ça montre quel est le schéma expérimental. Voilà. Alors c'est une expérience qui est simple, c'est une expérience de coin de table, mais en réalité c'est un véritable tour de force scientifique et technologique. Voilà. Et un autre document qui présente lui, je dirais, le pendant théorique de la chose, écrit par Alain Aspect, qu'il a intitulé « Présentation naïve des inégalités de Bell ». Voilà. Donc ce document qui est pour moi précieux parce qu'il permet, sans être un grand spécialiste, de pouvoir comprendre le fondement de ces expériences-là. Ce document, que j'ai retrouvé récemment en réalité, que je pensais avoir perdu, pour recevoir ce document et l'outil de simulation que je vais vous présenter, vous m'envoyez un mail à cette adresse et je vous fais parvenir tout ça. Voilà. Donc c'est parti pour la présentation de l'expérience d'Alain Aspect. Ça, c'est la présentation du système expérimental, tiré du document de Lionel Jakubowicz. Alors, vous voyez, c'est vraiment une expérience de coin de table, comme on dit, mais pas si simple que ça. Donc, vous avez ici un laser qui va produire des photons, alors c'est de l'ultraviolet. Chaque photon ultraviolet va traverser deux cristaux de BBO, donc ce sont des cristaux biréfringents, bêta-boréate de barium, avec des axes optiques tournés à 90 degrés l'un de l'autre, et ces deux cristaux sont ainsi capables de générer des états, à partir d'un photon unique, de générer une paire de photons intriqués. Voilà. Ça, c'est vraiment c'est un tour de force, c'est de l'optique non linéaire de haut niveau. Voilà. Et donc, ces deux photons vont partir en même temps sur chacun de ces bras. Voilà. Donc, ça, ce sera la voie A et la voie B. Sur chaque bras, vous avez un cube de séparateur de polarisation, donc un analyseur de polarisation. Donc, avec une chance sur deux chaque fois, vous avez une chance sur deux que le photon soit transmis ou qu'il soit réfléchi, d'accord ? Et de façon, je dirais, indépendante, indépendante non, le mot est mal choisi, vous avez une chance sur deux que le photon à parier soit transmis ou réfléchi. Alors, j'ai dit indépendant, c'est une erreur, en vérité, on va voir que, suivant les angles de polarisation, il y a des corrélations entre ces événements. Alors, lorsque le photon est transmis, il est vu par un compteur de photons unique. Alors là, c'est notre tour de force technologique. Il a fallu être capable de fabriquer des compteurs de photons uniques dans le domaine optique. Dans le nucléaire, ça existe depuis longtemps. Ça a commencé par les scintillateurs. D'accord, mais ce sont des photons de forte énergie, donc c'est assez facile de les voir à l'unité. Là, il a fallu réaliser des compteurs de photons optiques uniques. Voilà. Ce qui impose, entre autres, j'ai bien compris, dans le local, d'avoir un noir absolu, pour limiter le bruit de fond de ces compteurs. Alors, ces compteurs, on ne le voit pas sur la photo, sont reliés à un tiroir de coïncidence, et lorsque les deux photons d'un état d'une même paire sont vus donc en même temps, on va activer le tiroir de coïncidence qui va incrémenter un compteur en coïncidence. Voilà. Alors, ce schéma-là, il est reproduit ici. Donc vous avez ici le point de départ, c'est on génère un état intriqué. Alors
je vais vous dire que, simplement, pour moi, pour ma part, dans mon modèle, générer un état intriqué, c'est lancer une boucle de calcul. D'accord. Alors voici la représentation standard en mécanique quantique de cet état intriqué de ces deux photons nu1 et nu2. Et pour aller un petit peu plus loin, je vais laisser parler Alain Aspect. Voilà. Donc il dit la chose suivante. Supposons que la partie polarisation du vecteur d'état décrivant la paire de photons puisse s'écrire voilà, de cette façon-là, hein, donc une fonction d'onde des photons nu1 et nu2, où x et y sont des états de polarisation linéaire. Cet état est remarquable. En effet, s'il est facile de se représenter l'état XX comme décrivant deux photons polarisés linéairement suivant OX, ou l'état YY comme décrivant deux photons polarisés suivant OY, il s'avère impossible de se représenter l'état 1, ici. La raison est qu'on ne peut le factoriser en un produit tensoriel de deux états de polarisation définis pour chaque photon. On ne peut donc attribuer de polarisation à chacun du photon pris séparément. Voilà. Donc voilà, ce qu'Alain Aspect disait de ces états intriqués. Alors, comprendre, pour ma part, je l'accepte. Voilà, c'est tout. Alors, j'ai ici pris le risque de représenter de façon très symbolique cet état intriqué. Alors, les puristes vont sans doute me tomber dessus, mais simplement, j'ai représenté les quatre états de mesure que l'on pourra obtenir. Alors, le risque, c'est de penser que ces quatre états possibles sont prédéterminés. Hein, donc, en réalité, c'est l'objectif des expériences d'Alain Aspect, c'est de savoir si ces quatre états sont prédéterminés pour chaque photon, mais ou savoir si c'est un état intriqué de ces quatre états. Voilà. Alors j'en profite, hein, donc ces quatre états, c'est quoi? C'est l'état plus plus, moins moins, plus moins et moins plus. Alors qu'est-ce que ça représente? Par exemple, l'état moins plus, qui est, hein, voilà, c'est lorsque le photon est vu sur la voie A, mais pas le photon sur la voie B. Okay. Voilà, donc l'état N-. Alors, on a besoin, ultérieurement dans l'expérience, on a besoin de dénombrer de dénombrer ces états-là. Alors, l'état N plus moins, c'est le nombre, c'est la valeur du comptage sur la voie A, moins la valeur de comptage sur le tiroir de coïncidence. Voilà. Vous avez donc l'état symétrique N plus moins, hein, voilà, c'est-à-dire on ne voit pas le photon sur la voie A, mais on le voit sur la voie B. Et donc l'état N-, c'est la valeur de comptage sur la voie B, moins la valeur de comptage du tiroir de coïncidence. L'état N++, c'est lorsque le photon est vu en même temps, enfin le photon nu1 est vu donc sur la voie A, et le photon nu2 est vu sur la voie B, auquel cas on va activer le tiroir de coïncidence. D'accord ? Donc le nombre d'états N++, c'est tout simplement la valeur du comptage en coïncidence. Et vous avez l'état symétrique, hein, de l'état N++, c'est l'état N-. Alors l'état N-, c'est lorsque vous ne voyez le photon ni sur la voie A ni sur la voie B, auquel cas vous ne voyez rien en coïncidence. En fait, c'est un état que l'on ne voit pas dans cette expérience-là. Alors en toute rigueur, pour le voir, puisqu'on a besoin de le dénombrer, deux possibilités. Soit on accepte l'idée que, effectivement, N-, c'est l'état symétrique de N++, donc c'est du même ordre de grandeur. Physiquement, si on devait le mesurer, il faudrait tourner tous les angles de polarisation d'un angle de 90 degrés, auquel cas on mesurerait les états N-, du schéma initial. Bon, je ne sais pas si c'est clair ce que je dis, voilà, hein, mais on peut donc dénombrer ces quatre états. Alors l'état N-, dans le code, hein, on peut les compter, on les voit entre guillemets. Hein, voilà. Donc voilà pour ces quatre états. Alors, seconde chose, pour illustrer ce que je disais précédemment, on va envoyer ici, on va commencer par envoyer 100 paires de photons, donc on va faire un taux de production de paires de 100 paires par seconde, et on va compter pendant une seconde. Et on va regarder sur un seul compteur. Voilà. Donc c'est parti. Alors, vous voyez, on va générer 97 paires de photons intriqués, ça c'est randomisé. Et ce que l'on va obtenir, c'est un comptage NA qui sera de l'ordre de grandeur de la moitié des photons nu1 qui sont partis sur la voie. Alors, idem pour la voie B, hein, si on ne compte que sur la voie B. Voilà, on relance un comptage.
Donc là, on a 108 paires, hein, c'est randomisé, et on va compter en moyenne un photon sur deux. Hein. Donc sur chaque voie, la probabilité de voir le photon, c'est un demi. Voilà, ça ne changera pas. Par contre, maintenant, ce qui se passe, c'est lorsqu'on va, alors je vais effacer, lorsqu'on va voir les deux photons en même temps, donc les deux voies en même temps, d'accord, on va regarder ce qui se passe en termes de coïncidence. Là, j'ai pris des angles de polarisation quelconques, d'accord. Donc si on lance un premier comptage dans cette configuration-là, eh bien on va avoir, on aura des états n plus moins, des états n moins plus et des états n plus plus qui sont ici. Hein. Donc on aura des comptages sans coïncidence et des comptages avec coïncidence. D'accord. Donc là, ça montre ce que l'on peut appeler une corrélation. Hein. Le fait que le tiroir de coïncidence que la valeur de comptage en coïncidence ne soit pas nulle montre qu'il y a une corrélation. Alors après, quelle est la nature profonde de cette corrélation? On va y revenir. Je vais refaire cette expérience-là en prenant un cas très particulier. Ce sont des angles de polarisation parallèles, donc je vais prendre 90 degrés. Hein. Ça, c'est... Alors, ce qui compte dans cette expérience-là, ce ne sont pas les valeurs absolues des angles de polarisation, c'est la différence entre les deux. C'est l'angle θ égal à alpha moins bêta. Mais ici, les angles sont identiques, donc la différence angulaire, c'est 0 degré. Donc ça, c'est un cas sur lequel s'appuie Alain Aspect dans son document. Et on va regarder quel est le résultat que l'on peut obtenir lorsqu'on se met dans le cadre de la mécanique quantique, hein, c'est-à-dire lorsqu'on prend un état intriqué sans variable cachée. Donc voilà ce que l'on obtient. Alors je vais un petit peu ralentir la vitesse pour bien voir ce qui se passe. C'est parti. Et ce que l'on voit, hein, c'est que les photons sont, lorsqu'on voit le photon sur la voie A, on le voit aussi sur la voie B et réciproquement. Ça veut dire tout simplement qu'on a la même valeur de comptage sur la voie A, sur la voie B et sur le tiroir de coïncidence. Donc là, la corrélation, elle est totale. Hein, et là, c'est vraiment le mystère de cette physique, c'est que lorsqu'on voit un photon sur la voie A, on sait alors, sans même le regarder, on sait alors que le photon sera vu sur la voie B. D'accord? Alors là, c'est mon tableur qui se fout en l'air, voilà, c'est pas grave. Hein, donc voilà ce que l'on obtient, une corrélation totale. Hein, un nombre la valeur du tiroir de coïncidence, hein, vous voyez, c'est égal à N et c'est égal à NB. Voilà. Et donc on a vu globalement la moitié des 104 paires de photons intriqués. Si maintenant on reproduit l'expérience dans un modèle à variable cachée, j'y reviendrai. Hein, dans un modèle à variable cachée, eh bien on a exactement la même chose. Il n'y a pas de différence de comportement suivant les deux modèles proposés. D'accord? Si on voit le photon en voie A, alors on sait qu'il sera vu en voie B et réciproquement. D'accord? Donc les deux modèles permettent de justifier ce cas particulier pour des angles de polarisation identiques. Voilà, on va attendre. Donc là, on parle bien de corrélation. Vous voyez, on avait 75 paires de photons intriqués, on a bien à peu près la moitié vue en A. D'accord? Donc on voit ici, pour chaque détection, on voit les deux photons de la paire de façon simultanée. D'accord? Alors, on parle ici de corrélation. Alors en physique déterministe, lorsqu'on veut corréler deux variables aléatoires, on a deux schémas possibles. D'accord? Premier schéma, c'est une corrélation par lien de causalité de x vers y. Hein, donc on prend deux variables x et y, et elles pourront être corrélées lorsque, par exemple, x sera une cause de y, c'est-à-dire que y s'écrit comme une fonction de x. D'accord? Voilà. Donc on a un lien de causalité de x vers y. Donc là, on a un schéma qui est asymétrique. Hein, y n'est pas cause de x. On est dans un schéma physique de causalité. Deuxième possibilité pour construire deux variables x et y corrélées, sans lien de causalité, c'est d'introduire un facteur commun. Donc on prend, par exemple, un modèle le plus simple, on prend trois variables aléatoires indépendantes, A, B et C, et puis on construit x
comme étant la variable A plus C, et Y comme étant la variable B plus C. C'est-à-dire que la variable C est un facteur commun de X et de Y. Il n'y a pas de lien causal entre X et Y. Hein, dans un lien causal, X, en physique des termes X, la cause précède l'effet. Ici, on peut avoir les deux valeurs X et Y en même temps, donc il n'y a pas de lien de causalité. Pour terminer là-dessus, une remarque sur un modèle linéaire de ce type-là, on peut montrer que la covariance de X et de Y, hein, donc la covariance, on va revenir dessus, c'est ce qui permet de mesurer la corrélation entre les deux variables. Hein, covariance, c'est le fait de bouger dans le même sens, ou en sens inverse, mais voilà. Eh bien, la covariance de X et de Y, on peut démontrer très simplement que c'est la variance de C. C'est la variance du facteur commun. Petit rappel encore, la variance, c'est le carré de l'écart-type. Hein, la variance, c'est le paramètre de dispersion qu'on utilise en statistique théorique plus facilement que l'écart-type. D'accord ? Voilà. Alors comment ça va se traduire, hein, donc comment ça va se traduire sur les deux modèles proposés. Donc premier modèle, c'est le modèle proposé dans le cadre de la complétude de la mécanique quantique, hein, c'est-à-dire sans variable cachée. Ah bien, c'est un modèle qui ressemble à un modèle causal. Alors comment ça marche ? Eh bien, tout simplement, donc on va générer un état intriqué. En fait, on lance une boucle de calcul, d'accord ? On va faire une mesure sur la voie A, suivant les probabilités qui sont données par les modèles de la mécanique quantique, d'accord ? Et suivant le résultat de la mesure en voie A, eh bien, on va modifier non pas l'état de la voie B, mais l'état du photon nu2, mais la probabilité de détection. Hein. Donc, suivant que l'on ait un comptage NA est égal à plus 1, eh bien, on aura une probabilité donnée, et si on ne voit pas le photon, on aura une autre probabilité. D'accord ? Donc, ça donne le sentiment, mais on n'a pas le choix lorsqu'on veut modéliser, on est obligé d'introduire un transfert d'informations. D'accord ? Donc, d'introduire ce qui ressemble à un lien causal. Voilà, mais là ça reproduit tout simplement alors c'est un lien causal entre non pas des états physiques mais des probabilités de résultats de mesure. C'est ça le sens profond de la chose, d'accord ? Et effectivement l'état intriqué au sens de bord, eh bien dans certains cas lorsqu'on a le résultat ici pour des polarisateurs à 90 degrés, lorsqu'on applique ces équations là, la corrélation est totale. D'accord, hein, cosinus, voilà, je vous laisse calculer. Hein, si on voit le photon en voie A, eh bien, pour un angle bêta moins alpha nul, eh bien, la probabilité de voir le photon en voie B est égale à 1. Donc on le verra de façon certaine en voie B. D'accord ? Donc ça, c'est la magie de l'état intriqué. D'accord ? La modification de l'état, à bien comprendre que lorsque le photon est vu en voie A, son état de polarisation passe à l'angle de polarisation. Et donc, en fonction du résultat, ça va impacter l'état de polarisation du photon nu2. D'accord ? Voilà. Alors, là-dessus, je vais laisser parler Alain Aspect, ça sera plus simple. Le photon nu1, qui n'avait pas de polarisation bien définie avant sa mesure au polarisateur 1, prend la polarisation associée au résultat obtenu, au moment de cette mesure. Ceci n'est en rien surprenant. Ça, c'est la réduction du paquet d'ondes en mécanique quantique. Lorsque la mesure est effectuée sur nu1, le photon nu2 qui n'avait pas de polarisation définie avant cette mesure, indétermination, est projeté dans un état de polarisation parallèle au résultat de la mesure effectuée sur nu1. Ceci est très étonnant puisque ce brusque changement dans la description du photon nu2 se produit instantanément, quelle que soit la distance entre les photons nu1 et nu2 au moment de la mesure sur nu1. Voilà. Donc ça, c'est la réalité physique, c'est que la modification de l'état du photon nu2 est instantanée, d'accord ? Et ça s'opposait à la vision d'Einstein d'une causalité et d'un déterministe. Alors, si on regarde maintenant le modèle à variable cachée, eh bien, le modèle à variable cachée, en fait, on se trouve dans le schéma d'un facteur commun. Hein, donc, chaque fois qu'on va lancer un photon intriqué, on va commencer par tirer
par tirer un angle de façon aléatoire entre 0 et 2π. Ça, c'est le facteur commun. Et ce facteur commun, on va le distribuer sur la mesure en voie A, ici, au travers de cette inéquation, et on va le distribuer aussi sur la voie B. Hein, donc la corrélation se fait via un facteur commun, suivant ce modèle-là, et là, il n'y a pas de lien de causalité entre les deux. On est bien dans un schéma, avec un facteur commun, appelé par Einstein variable cachée. D'accord? Alors là encore, je vais laisser parler Alain Aspect. Considérons à nouveau la corrélation de polarisation totale entre les mesures effectuées avec des polarisateurs parallèles, donc vecteur AB est égal à 0. D'accord? Enfin, angle entre A et B égal à 0. Quand nous trouvons plus pour nu1, nous sommes sûrs de trouver aussi plus pour nu2. Nous sommes alors conduits à admettre qu'il existe une propriété, Einstein parlait d'éléments de réalité physique, appartenant à cette paire avant les mesures et déterminant le résultat plus. Pour une autre paire conduisant au résultat moins, nous pouvons de façon analogue invoquer une propriété commune préalable déterminant le résultat moins. Il suffit alors d'admettre que la moitié des paires sont émises avec la propriété plus et la moitié avec la propriété moins pour reproduire tous les résultats obtenus dans cette configuration. D'accord? Voilà. Donc si je reviens à l'expérience à cette expérience-là que l'on a réalisée ici, d'accord? Mais on a bien vu qu'effectivement, les deux modèles donnaient le même résultat, hein, la corrélation est totale, et qu'on voit pour moitié, globalement, on voit pour moitié d'états plus. Donc ce que l'on ne voit pas, ce sont les états moins, et il y en a là encore la moitié. D'accord? Donc voilà. Ce qu'il faut retenir, c'est que dans le cas de polarisateurs parallèles, eh bien les photons sont... la corrélation est totale. Alors maintenant, on va changer les angles relatifs, hein, pour voir ce qui se passe. Alors si on change les angles relatifs, si je prends... je vais prendre un cas très particulier. Hein, je vais prendre un angle relatif de 45 degrés. Et là encore, on va avoir un résultat assez surprenant. D'accord? Alors je vais lancer le résultat. On va aller un petit peu moins vite. Voilà. Un petit peu plus vite. Bon, je lance la mesure. Alors là, on aura des états, vous allez voir, des états plus, moins plus et plus. Hein. Donc, on a des états plus. On voit que la corrélation existe, mais elle n'est pas totale. D'accord? Et on va obtenir un résultat assez surprenant, à savoir qu'on a envoyé 108 paires intriquées. On aura à peu près 25% d'états de comptage en coïncidence, hein, 25. Et donc ça veut dire qu'on a, je rappelle que les états, les états n plus moins, c'est le comptage en coïncidence, c'est le comptage sur la voie moins le comptage en coïncidence, donc ça fait à peu près aussi 25. Donc globalement, et c'est ce que prévoient les deux modèles, dans ce cas-là, on a 25%, hein, sur 100 paires, on aura en moyenne 25 états plus moins, 25 états moins plus, 25 états plus et 25 états moins. Donc ça veut dire que chaque état ici est équiprobable. D'accord? Voilà. Alors je vais changer un petit peu de mode, je vais passer à un mode rapide, c'est-à-dire je ne vais pas activer les LED, et on va compter pendant 10 secondes, donc on va faire un petit peu plus de photons, on va améliorer la statistique, hein, on va faire à peu près 1000 photons. Donc vous voyez, si je recommence, alors ici j'étais en variable cachée, si je recommence, vous voyez, on a à peu près effectivement, alors toujours pour moitié 500 comptages en voie, à peu près 235 ici, donc si on fait la différence, on a bien environ 250 états plus moins. Pareil, 250 états moins plus, 250 états plus, et le reste 250 états moins. Donc 45 degrés, c'est vraiment un cas particulier. Et si on applique un modèle de la mécanique quantique, eh bien, on va voir globalement les mêmes valeurs. Alors, vous voyez, là, ça va vite, on peut les reproduire, on peut faire des statistiques. Alors, qu'est-ce qu'il a de particulier, ce résultat-là à 45 degrés d'angle relatif? On va faire une expérience de pensée différente. Considérons qu'ici, on ne fabrique pas des états intriqués, mais simplement, on met en place un système qui fabrique 2 photons
simplement non corrélés, mais ils les fabriquent en même temps. Donc on envoie en même temps un photon sur la voie A et un photon sur la voie B. Pour chacun de ces photons, on a une chance, une chance sur deux de les voir ou pas. Donc ça veut dire qu'on a une chance sur deux de voir le photon sur la voie A et une chance sur deux de le voir sur la voie B en même temps. Donc ça veut dire qu'on a un demi fois un demi, une chance sur 4 d'avoir un état plus plus. De la même façon, on a une chance sur deux de voir le photon A et pas le photon B. Donc là encore, ça fait une chance sur 4. Donc dans cette expérience où on n'a pas d'état intriqué, simplement des photons qui sont émis en coïncidence de temps, on a une corrélation qui n'est que temporelle. Chaque état ici a 25% de chance de se produire. Alors donc, ce que l'on constate ici avec des photons intriqués, qu'on soit en mécanique quantique ou en variable cachée, c'est qu'on a exactement le même résultat pour cet angle relatif particulier que dans le cas de photons non intriqués. Donc là, finalement, c'est le cas où l'intrication ne s'exprime pas vraiment, d'accord ? Quelque part, l'intrication s'efface au profit d'une physique particulière. Voilà. Alors, je vais maintenant faire un petit peu de statistiques. Je vous ai dit qu'on pouvait reproduire les mesures. Donc on va faire un petit peu de statistiques. Et ici, on va faire 300 mesures. Donc on va afficher 300 comptages en voie A, la valeur conjointe en voie B, puis la valeur de coïncidence. D'accord ? Et on va faire un peu de statistiques, je dirais, classiques. Alors on va faire la chose suivante. C'est parti. Alors si vous voulez, on va reprendre... Je vais reprendre un angle des polarisateurs parallèles. Regardez, si je mets 90 degrés, je lance 300 mesures. Voilà, 90 degrés, on a bien... polarisateur parallèle, les deux à 90 degrés, on a bien une corrélation totale. Systématiquement, sur les 300 valeurs de tirage, on a un comptage en coïncidence égal au comptage sur la voie B et comptage sur la voie. Voilà. Là, c'est le nuage de points, donc ce sont les comptages de la voie B en fonction des comptages de la voie A. La corrélation est totale, on a un coefficient de détermination est égal à 1. Alors de la même façon, si on met les polarisateurs à 90 degrés l'un de l'autre, donc là si on lance les comptages, voilà ce que l'on obtient. Voilà, donc pour les polarisateurs à 90 degrés, on n'a pas de corrélation. Vous voyez, les valeurs de coïncidence sont tout le temps nulles. Ici, on a un coefficient de détermination, il n'est pas strictement nul. Petite fluctuation statistique, mais on voit bien avec ce nuage de points que les comptages sont indépendants. D'accord ? Alors ça, on peut le reproduire. Je ne l'avais pas montré, mais on peut le reproduire si on se met avec LED. On va un petit peu augmenter. Si on fait un comptage donc avec des polarisateurs à 90 degrés l'un de l'autre, c'est vraiment... alors, c'est pas une absence de corrélation en réalité, je dirais c'est de l'anticorrélation. C'est-à-dire, lorsqu'on mesure en voie A, on est certain de ne pas mesurer en voie B, et réciproquement, d'accord ? Donc, statistiquement, on a un coefficient de corrélation qui sera nul, mais en réalité, ce n'est pas une absence de corrélation, c'est de l'anticorrélation. Voilà. Je montrerai ultérieurement que dans un modèle plus complet, dans la version avancée que je vais vous présenter après, on n'utilise pas le truc se fout en l'air, je laisse faire. On n'utilise pas le coefficient de corrélation que l'on va construire maintenant, mais un degré de corrélation qui est assez différent. Et dans ce cas-là, le degré de corrélation serait égal à -1. D'accord ? Voilà, donc on a un comptage en coïncidence qui est nul. Absence de corrélation statistique, mais en réalité, c'est de l'anticorrélation. Parce que là encore, le résultat de la mesure en voie A, si on a plus 1 en voie A, on sait qu'on a 0 en voie B. Donc ça reste de la corrélation, d'accord ? Mais qui ne se traduit pas par un comptage en coïncidence, tout simplement. Alors, je vais revenir donc sur refaire des statistiques, et on va mettre un angle relatif de 45 degrés, par exemple.
Bon, on va prendre 45 degrés, on va analyser les résultats dans ce cadre-là. Donc voilà ce que l'on obtient avec cet angle relatif de 45 degrés. Hein. On a une corrélation, hein. Même si j'ai dit qu'on aurait eu la même corrélation dans le cas d'une expérience avec des photons émis simultanément mais non intriqués. On a cette corrélation-là, on la voit bien. Alors, vous allez voir, je vais construire une grandeur particulière. Hein. Je vais, pour chaque valeur conjointe A et B, je vais construire la grandeur suivante. Hein. Je vais faire le produit de l'écart de la mesure en voie A moins la valeur moyenne, hein, la moyenne des 300 mesures qui est là, que multiplie l'écart sur la voie B, c'est-à-dire la valeur de comptage en voie B moins la valeur moyenne qui est ici. Je construis, alors je vais calculer cet écart pour les 300 valeurs, donc vous voyez on a vraiment 42, on a des valeurs très, très dispersées, et on va aller chercher la moyenne de ces grandeurs-là. Donc on fait la moyenne sur les 300 valeurs du produit des écarts aux moyennes. Voilà. Et on obtient 282. Alors, cette grandeur que l'on a ainsi construite, en fait, c'est la covariance. C'est la covariance statistique classique. D'accord ? Et notez bien la chose suivante, c'est que la covariance, ici, elle est de l'ordre de grandeur du comptage moyen en coïncidence. Et effectivement, on retrouve ce que je vous avais présenté tout à l'heure, c'est que on a un facteur commun des deux comptages ici, c'est le comptage en coïncidence. Hein. Ces valeurs-là, pour le premier comptage, 251, on avait la même valeur, je dirais, ici en voie A et en voie B. Donc le comptage en coïncidence, c'est bien le facteur commun. Et on retrouve bien le fait que la covariance, ici, est égale donc à la variance du facteur commun. Et il se trouve que la variance du facteur commun, c'est le comptage lui-même. Alors pourquoi ? Parce qu'on a ici des variables qui sont poissoniennes. Et la particularité des variables poissoniennes, c'est que leur écart type, calculé ici de façon statistique, est égal à la racine carrée de la moyenne. Hein. On le retrouve bien pour les trois compteurs ici. Donc si l'écart type, c'est la racine carrée de la moyenne, la variance qui est le carré de l'écart type, eh bien ça sera égal à la valeur moyenne. Hein, donc la moyenne ici, la valeur moyenne ici, c'est la variance des comptages en voie A. La moyenne ici, c'est la variance des comptages en voie B. Et puis la variance de ces valeurs-là, c'est le comptage en coïncidence. Et on retrouve bien le fait que la covariance est égale à la variance du terme commun. Et parce que les processus sont poissoniens, la variance du terme commun, c'est le comptage en coïncidence. Donc c'est vraiment un cas très particulier où la valeur que l'on va lire sur ce tiroir en coïncidence est égale à une covariance. Hein. Donc ça donne, je dirais, ça donne de la chair à ce concept assez abstrait qu'est une covariance, hein, qui est un concept purement statistique. Voilà, c'est une mesure directe de la covariance. Voilà. Alors le coefficient de corrélation, une fois qu'on a la covariance, le coefficient de corrélation, c'est tout simplement la covariance normalisée par les écarts types des deux. Hein, donc l'écart type du comptage en A, donc divisé par l'écart type, et divisé par l'écart type en B. Et le coefficient de détermination, je vais revenir un petit peu ici, le coefficient de détermination, ça n'est rien d'autre que le carré du coefficient de corrélation. Donc c'est le carré de cette grandeur-là. Voilà, on retrouve à peu près, alors bon, si on calcule la covariance avec les outils Excel, on n'aura pas exactement la même valeur, mais peu importe. Hein. Voilà, donc on retrouve bien un coefficient de corrélation, de détermination identique. Alors on peut ensuite s'appuyer pour calculer ces paramètres statistiques, on peut s'appuyer sur cette propriété qui est que la covariance est égale au comptage en coïncidence, donc Donc la covariance, on peut dire aussi que c'est tout simplement alors je peux prendre, ça ne changera rien, je peux prendre la première valeur, hein, donc ça veut dire qu'on peut calculer la covariance de la variable aléatoire
simplement en prenant une valeur unique du comptage en coïncidence. Donc là, je prends la première, 251, et là, ça me donne une bonne estimation de la covariance. D'accord. Vous voyez qu'elle est bonne. Donc le coefficient de corrélation, on peut encore se simplifier la vie, parce que le produit des deux écarts types en A et en B, ben, c'est simplement chaque écart type, c'est la racine carrée de la moyenne. Or, les moyennes sont du même ordre de grandeur. Hein, donc le produit des écarts types sous la racine carrée, ben, c'est simplement la valeur moyenne. Donc on peut tout simplement prendre le comptage en coïncidence, ici, que divise par exemple le comptage en voie A, et on obtient un coefficient de corrélation qui est acceptable. Et là encore, si on le coefficient de détermination, voilà, d'accord. Donc ça permet, avec une mesure unique, d'aller chercher les valeurs de covariance, de corrélation, et bon, le coefficient de détermination ne s'en sert pas. Alors, on va voir plus tard que, hein, je vous l'avais dit, que dans l'expérience dans l'ASP, on n'utilise pas le coefficient de corrélation classique, grand R ici, mais ce qu'ils appellent un degré de corrélation. Hein, mais il y a un lien biunivoque entre les deux. D'accord. Alors, je vais prendre un dernier cas très particulier, et on va y revenir. Alors là, je ne vais pas refaire l'expérience. Hein, le modèle mécanique quantique donnerait le même résultat que le modèle en variable cachée. Et je vais prendre un angle très particulier. Hein, je vais prendre un angle alpha moins bêta égal à 22 degrés 5. Donc je vais augmenter l'angle jusqu'à obtenir 22 degrés 5. Voilà, d'accord. Et on va lancer l'expérience dans ce cas-là. Donc je vais commencer par l'expérience mécanique quantique. C'est parti. Donc je vais effacer ici, inutile de calculer. Donc voilà ce que l'on obtient, hein, dans le cas d'un angle relatif de 22 degrés 5 entre les deux polarisateurs. On obtient un coefficient de corrélation de 0,84. D'accord. Ça, c'est dans le cadre de la mécanique quantique. Et ça, c'est ce que prévoit, les modèles de mécanique quantique. On s'attend à avoir un coefficient de corrélation de 0,85. Voici l'expression du coefficient de corrélation. Hein, dans le cas de la mécanique quantique, voilà, vous avez l'expression en bleu, et dans le cas des variables cachées, vous avez une autre expression. Ça, ces valeurs-là, vous les retrouverez, vous avez l'indice dans le document dans l'ASP. Et donc, ce qui est vraiment particulier avec cet angle-là, c'est que si maintenant on se met dans un modèle à variable cachée, et si on lance les mesures, je vous rappelle qu'on pourrait ne faire qu'une seule mesure, hein, puisqu'on va retrouver à partir d'une mesure unique, on va retrouver à peu de choses près les mêmes valeurs statistiquement qu'avec 300 tirages. Hein, ça, c'est l'intérêt des variables poissoniennes. Voilà ce que l'on va obtenir. Donc notez bien, on avait 0,84 hein, pour les variables, pour le modèle mécanique quantique, et on va obtenir 0,75 dans le cas des variables, des modèles à variables cachées. C'est ce que prévoient les modèles à variables cachées, hein, que je vais présenter ici. Voilà, donc c'est ce que prévoit. Alors, ce qui est important pour nous, c'est qu'avec un angle relatif de 22,5 degrés, on a une différence significative entre les coefficients de corrélation. Donc c'est sur cette différence-là, pour cet angle relatif, c'est avec cet angle-là particulier que l'on va mettre en place des expériences, qu'Alain Aspect a mis en place une expérience pour trancher entre mécanique quantique et modèle à variable cachée. Donc là, les deux théories prévoient des écarts mesurables.
Alors comment ça marche? Je vais venir ici sur ce que j'appelle la version avancée. Donc pour la version avancée, c'est assez particulier. Alors ici, on peut paramétrer un angle θ, par exemple de 45 degrés. Et à partir de cet angle relatif θ, on va travailler sur 4 configurations. Donc vous avez la première configuration avec effectivement alpha moins bêta est égal à 45 degrés. Une seconde avec un angle de 135 degrés. Voilà, toujours moins 45 degrés, et puis on retrouve 45 degrés, mais tout ça tourné à 90 degrés. D'accord? Ces 4 configurations vont en réalité permettre de mesurer les états N++, N-, N+-, N-, etc. D'accord? Et à partir de ces 4 états, on va construire non pas un coefficient de corrélation, mais ce que l'on trouve dans cette expérience-là, appelé degré de corrélation, noté EAB. Alors, le degré de corrélation, c'est assez particulier. C'est le nombre d'états N++, plus le nombre d'états N-, moins le nombre d'états N-, moins le nombre d'états N++, divisé par le nombre total de photons, de paires générées. D'accord? Alors, voilà. Alors, on peut montrer que moi, j'étais un petit peu perplexe, j'avais du mal à saisir le sens profond de ce degré de corrélation par rapport à un coefficient de corrélation, mais on peut montrer simplement que ce degré de corrélation-là, c'est 2 fois le coefficient de corrélation moins 1. D'accord? Tout simplement. Mais il a un sens différent, alors disons-le tout de suite, par exemple pour des angles A, B, égal à 90 degrés, on a un coefficient de corrélation qui était nul, là on aura un degré de corrélation égal à moins 1. Comme je vous l'avais dit, c'est de l'anticorrélation. Donc c'est un sens physique plus intéressant, ce coefficient de corrélation-là. Alors ce qui se passe par exemple, ce qui va se passer, c'est que vous avez ici la courbe qui donne les degrés de corrélation. Alors, en rouge, vous avez les degrés de corrélation dans le cadre des théories à variables cachées. Et en bleu, vous avez les degrés de corrélation dans le cadre des états intriqués de la mécanique quantique. D'accord? Alors, si on se met à 45 degrés ici, pour la première configuration, vous voyez, on est ici, à cet angle-là, et les degrés de corrélation sont identiques. Et si on mesure si on mesure les 4 configurations, alors vous allez voir dans le code, chaque fois on obtient le nombre d'états. Là ici on compte pendant 100 secondes, donc on augmente la statistique, on aura environ 10 000 paires de photons intriqués, donc voilà, ça va vite. Donc voici les valeurs que l'on obtient. D'accord? On en déduit le degré de corrélation, donc le nombre de chaque état obtenu par la simulation, et vous avez le degré de corrélation expérimentale. Alors ici, théorique, mesuré, expérimental, mesuré, ici théorique dans le cadre de la mécanique quantique, et là ici vous avez le coefficient de corrélation, et si vous faites 2 fois ce coefficient moins 1, vous retrouvez le degré de corrélation. Voilà. Alors, deuxième configuration, donc on est, voilà, on a ça, troisième, donc vous voyez ça va vite, on va vraiment à l'essentiel, quatrième configuration, voilà. Et à partir de ces 4 degrés de corrélation, on peut construire ce qu'on appelle le paramètre de Bell. Alors le paramètre de Bell, c'est quoi? C'est EAB moins EAB' plus EA'B plus EA'B'. Voilà. Ça, vous le trouvez dans le document dans l'ASP, c'est l'équation 21. D'accord? Alors on peut construire le même à partir des coefficients de corrélation, mais bon, peu importe. Voilà. Donc on a le paramètre de Bell. Alors ce qui est intéressant, si je reviens ici, on va passer dans un modèle à variable cachée, toujours pour un angle relatif de 45 degrés. Et si on recalcule les 4 configurations, on va trouver 0. On a les mêmes valeurs. Ici, on a les mêmes valeurs dans ce cas-là. Voilà. Alors avec cet outil de simulation, vous pourrez faire l'expérience sur des angles quelconques. Voilà, donc, si on va chercher le coefficient de Bell, on a 0 là encore.
Alors, ce paramètre de Bell, en quoi il est intéressant, et ça c'est le théorème de Bell, hein, c'est que voilà, on peut démontrer de façon plus générale que ce paramètre de Bell, lorsqu'on est dans un modèle à variable cachée, ici, eh bien, on sera toujours, ce paramètre sera toujours compris entre 2 et moins 2. Alors que dans un modèle mécanique quantique sans variable cachée, eh bien, voici comment va évoluer le paramètre de Bell en fonction de l'angle relatif θ. Ici, on est à 45 degrés, le paramètre de Bell attendu, théorique, c'est 0. D'accord ? Maintenant, si on si on diminue l'angle relatif θ, hein, vous voyez, le paramètre va changer. Donc là, avec un angle de 40 degrés, on ne dépasse pas les limites de Bell, hein, on parle bien d'inégalité de Bell. Par contre, alors pour une valeur, lorsqu'on arrive à peu près ici à 35 degrés, 34, hein, voilà, là on commence à toucher aux limites de Bell, et si on continue à diminuer l'angle, dans le cadre d'un modèle sans variable cachée, on peut s'attendre à avoir un paramètre de Bell qui dépasse 2. Et donc l'optimum, hein, l'écart maximal, il est effectivement pour 22 degrés 5. Et on atteint un paramètre de Bell égal à 2,83. D'accord ? Alors que pour cet angle-là, dans une théorie à variable cachée, on sera de toute façon inférieur à 2. Alors si on revient sur la version avancée ici, et si on rentre l'angle relatif de 22,5 degrés, d'accord ? Alors 22,5 degrés, vous voyez, c'est là où on maximise l'écart entre le degré de corrélation variable cachée et le degré de corrélation mécanique quantique. Voilà. Première configuration. Voilà. D'accord. Alors autant pour moi, je me mets en mécanique quantique, je recommence. Voilà, et on a un degré de corrélation de 0,71. Voilà. Deuxième configuration, moins 0,71. Troisième configuration. Voilà, on est ici. Et quatrième configuration. Vous voyez, là, cette configuration je reviens ici, EAB', elle présente la particularité d'être négative. C'est pour ça qu'on la retranche, hein, dans le paramètre de Bell. Et enfin, quatrième configuration. Voilà. Et donc, si on vient chercher le paramètre de Bell, effectivement, on a 2,81. Et si maintenant on se met, en variable cachée, et on relance, pardon, on relance les 4 configurations, donc le degré de corrélation est différent, et effectivement on a un paramètre de Bell qui est égal à 1,99 avec une incertitude associée. On est aux limites du théorème de Bell. Donc voilà, c'est l'expérience dans l'InSP, c'est de réaliser physiquement cette configuration-là, et non pas simplement faire jouer les modèles probabilistes, hein, c'est de voir que va donner la réalité physique, 2,83 ou 2. La réalité physique donnait 2,83, donc ce sont effectivement c'est effectivement la position de bord, c'est-à-dire la complétude de la mécanique quantique, qui n'a pas besoin de variables cachées, qui n'a pas besoin d'états prédéterminés, mais qui met en jeu des états indéterminés, avec ce mécanisme très particulier qui est que, instantanément, le résultat d'une mesure sur la voie A va modifier le résultat de la mesure sur la voie B, sans qu'on puisse envoyer d'informations, parce qu'une information, il faudrait qu'elle aille au moins, elle n'ira pas plus vite que la vitesse de la lumière, et donc c'est comme s'il y avait un transfert d'informations entre deux états qui ne peuvent pas envoyer d'informations. Donc c'est vraiment la magie de l'intrication. Voilà, je vais donc arrêter là. Et puis voilà, donc si ce petit outil vous intéresse, il est à disposition.